Bonjour, bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Alain Juillet, bonjour. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui, alors ça tombe vraiment bien, nous allons parler de l'Inde. Nous venons d'inviter le Premier ministre indien et il semble que l'Inde soit devenue un partenaire stratégique pour la France ces dernières années. Qu'en est-il réellement? Et je sais que vous avez invité un expert pour répondre et nous aider à comprendre cette évolution. Oui, on avait déjà parlé de l'Inde dans une émission sur les BRICS. On avait déjà insisté sur l'Inde. Il y avait eu beaucoup de questions. Donc cette émission va nous permettre aussi de répondre à une partie des questions qui avaient été posées à l'époque. L'Inde est une puissance, actuellement la 5e puissance mondiale, qui continue à monter très vite. Un certain nombre d'organismes internationaux pensent que vers les années 2050, ça devrait être la 2e puissance mondiale après la Chine, si les choses continuent avec les taux de croissance moyens actuels. Et donc, bien entendu, pour répondre à votre question, un pays comme la France a tout intérêt à avoir d'excellentes relations avec l'Inde. Et on verra que si on l'a invité, et si on a invité le Premier ministre indien, c'est pas pour rien. Et un problème, c'est qu'on s'aperçoit que l'Inde est très méconnue au niveau des Français. L'Inde est un pays extraordinaire, avec ses spécificités, on va en parler, mais c'est un pays qui est incompris par la plupart de nos concitoyens, qui ne voient en Inde que l'histoire des castes, les brahmas, les vishnus, se baigner dans le Gange, mais qui n'ont pas compris que ce pays est en train de se développer à toute vitesse, a une vraie richesse, une vraie capacité intellectuelle, une vraie capacité d'ingénierie. Et donc, il faut arrêter de cette vision coloniale qui date, je dirais, du 19e siècle pour regarder autre chose. Alors, je me suis permis d'inviter mon ami Joël Rouet, que je connais de longue date, parce que nous avons sévi ensemble dans un certain nombre de conférences et de colloques, et qui est le président de The Bridge Tank, qui a une caractéristique. C'est que c'est le think tank qui a travaillé avec le G20 pour la présidence de l'Inde. Il était au cœur de toutes les réflexions, de tout ce qui a été décidé et fait depuis dans cette dernière période, si vous voulez. Et s'ajoute à ça une autre dimension qui lui permet aussi de voir dans les domaines qui nous intéressent, bien entendu, des points de vue peut-être plus précis. C'est parce que c'est un économiste fort connu, quelqu'un donc qui est capable d'interpréter les chiffres, d'interpréter les tendances pour essayer d'en tirer des enseignements. Donc, comme je vous le disais, qui mieux que lui pouvait partager avec nous la connaissance de l'Inde. Et c'est pour ça qu'un jour, merci Joël d'être venu. Merci Alain, merci vraiment. Claude Ménory. C'est sympathique de se retrouver pour pouvoir parler de ce merveilleux pays, parce que c'est vraiment un pays fascinant. Nous avons ici la plus haute autorité indienne qui vient nous voir. On lui fait, bien sûr, une réception magnifique. On essaie de le recevoir au mieux. Comment ça se passe là-bas? Parce que c'est une démocratie, l'Inde, mais une démocratie compliquée dans laquelle il y a beaucoup de choses qui se passent. Quelqu'un comme Modi, est-ce qu'il est au niveau indien? Il est là pour longtemps? Il est reconnu par tout le monde? Comment ça se passe au départ déjà? Alors, merci d'abord de cette invitation. Alors, moi, je suis ravi de nous retrouver. Il n'y a pas d'expert de l'Inde en réalité. Je crois que c'est un des grands enjeux. L'Inde, comme la Chine, ce sont des pays qui sont tellement divers, tellement immenses. Je suis toujours tenté de donner un seul chiffre, qui est le nombre, ou deux chiffres, le nombre d'États fédérés indiens, puisque c'est un système fédéral, et le nombre de langues officielles. Et puis, dès que j'ai envie de faire ça, je réfléchis parce que ça change tout le temps. On était à un moment à 28 langues officielles, on est passé à 30 langues officielles. Le nombre d'États est en croissance, c'est-à-dire qu'il y a des scissions d'États, mais sur des questions d'identité linguistique, d'identité nationale, d'identité économique et politique. Donc c'est une fédération, si vous voulez. C'est comme, c'est encore plus divers que l'Union européenne. Octavio Paz, poète mexicain qu'on ne présente plus, mais dont peu de gens savent qu'il a été ambassadeur du Mexique en Inde, disait l'Inde est un pays plus vaste que le monde. Voilà. Alors donc l'idée aujourd'hui, je crois que ce sera de partager, d'échanger avec vous.
Et puis peut-être de prendre les questions qui Bien ont sûr, été mais suscitées alors par comment une... ça se Mais alors, un pays avec 28 ou 30, enfin, bon, un pays comme ça, comment ça se gère? Parce alors que ça doit être c'est, une difficulté terrible. je citerai deux amis indiens. L'un qui est d'ailleurs associé à notre think tank, S.Y. Qureshi, qui a été le premier et jusqu'à présent seul musulman à être le patron de la commission électorale indienne. Donc on est au cœur de la machine hein, que vous indiquiez, Bien sûr, oui. de la démocratie. La démocratie, ce sont les élections et puis le gouvernement. Alors sur les élections, Qureshi a fait tout un bouquin qu'il appelle, alors ça n'a pas été traduit en français, mais une merveille peu documentée, un undocumented wonder. Lui-même, qui a été piloté cette machine pendant 2 mandats, a été émerveillé. Au cœur du système, il y a la capacité d'organiser les élections jusqu'au bout du fin fond de l'Inde. L'Inde, ce sont 600 000 villages. Et bien, dans chaque village, il y a une urne dans laquelle vous pouvez avoir une élection, avec tous les problèmes qu'on peut connaître dans toutes nos démocraties y compris, mais chaque village vote, et chaque village vote depuis 1947. Et l'Inde investit une énergie, des sommes monétaires considérables pour que ces élections fonctionnent. Alors vous demandez jusqu'à quand Modi peut rester? Eh bien, tant qu'il sera réélu, il restera. Voilà. Il n'y a pas de limitation des mandats, on n'est pas dans le système de... Voilà, voilà. Donc comment on gère? D'abord, on organise des élections qui sont, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense. Alors, il y a tout un tas de trafic d'influence ici et là. On peut trouver des... Il y a des systèmes électoraux par réservation de quotas, un petit peu à l'américaine, un petit peu à l'indienne. Enfin, il y a des particularités, mais grosso modo, depuis 1947, il n'y a pas eu de contestation du système électoral. Il a été mis en suspens en quelques années par Indira Gandhi, mais ça fonctionne. Deuxièmement, comment on gouverne ce pays? J'allais dire comme tous nos pays, toutes nos démocraties, le gouvernement pense qu'il gouverne, et puis vous avez les forces constituées qui gouvernent, non pas à sa place, mais également. Alors, vous avez depuis 1947, depuis l'indépendance, et même avant, les secteurs industriels sont très importants. Vous avez aussi les corps intermédiaires. Alors, nous, on a les syndicats. Là-bas, il y a la caste. En effet, il y a des associations, des identifications de caste. En tout cas, il y a des leaders régionaux, sous-régionaux. C'est un peu, si vous voulez, l'équivalent de nos territoires, l'équivalent du Sénat. D'ailleurs, l'Inde a également un équivalent du Sénat qui représente les États fédérés. Mais la grande force de Modi, c'est d'avoir été capable de créer, à partir d'un parti qui a été très longtemps un parti d'opposition, le BJP, mais d'opposition locale au pluriel, d'en avoir fait une structure véritablement intégrée nationale. Ce que seul le parti du Congrès de Jawaharlal Nehru avait su faire. Voilà. Ça a été sa grande force. Quand le Congrès est tombé, lui a su structurer. Alors, compenser. Il a su compenser. La nature est horreur du vide, oui, mais il a vraiment constitué un parti d'envergure nationale. Alors maintenant, avec cette unité, j'irai autour de l'élu, mais est-ce que la société, avec les castes, avec tout ce qui se passe là-bas, est-ce que la société est capable de faire une évolution comme nous le comprenons au niveau des Occidentaux, ou est-ce que c'est un type d'évolution particulier? Si vous voulez, moi, ce qui me paraît intéressant, c'est... alors, pas toujours bon de citer Mao Zedong, mais enfin, Mao Zedong disait que ceux qui n'ont pas fait d'enquête n'ont pas droit à la parole. Alors, dans notre think tank, on fait beaucoup d'enquêtes, d'enquêtes pas simplement de société, d'enquêtes industrielles, d'enquêtes de terrain. Moi, ce qui m'a frappé depuis bientôt 30 ans, en tout cas un bon 25 ans de ma pratique sur l'Inde, c'est qu'on a changé de régime. On est passé d'un régime, je vais revenir à la société, mais il y a la société politique, la société économique et puis la société des ONG, si vous voulez, mais à grands traits, très rapidement. La société politique, on est passé en 25 ans d'un régime qui était devenu parlementaire, par effritement de la dynastie Nehru, Gandhi, etc., qui était un régime très fort, mais qui était devenu dans les années 90 un régime parlementaire. C'est peut-être ça qui a permis le libéralisme, la libéralisation économique de l'Inde. Mais en tout cas, il y a 25 ans, jusqu'à il y a 10 ans, jusqu'à ce que Modi prenne le pouvoir, on était dans un système très parlementaire. On est aujourd'hui dans un système, non pas présidentialiste, ce serait un acronyme, c'est le Premier ministre qui est le patron. Il a son autorité, il est élu par le Parlement qu'il a contribué à faire élire. Et il y a un président, en l'occurrence une présidente qui a un rôle tout à fait représentatif. Mais
Aujourd'hui, le gouvernement Modi s'est éloigné des termes de la Constitution. C'est la critique que lui fait la gauche, mais est revenu à la réalité du pouvoir tel qu'il était exercé par la dynastie Nehru-Gandhi. Donc la société politique s'est recentrée. Et je crois que ça répond déjà en partie à votre question. Ah oui. L'Inde a toujours eu un certain nombre de stratégies de non-positionnement. On y reviendra aussi au niveau géopolitique. Il y a 15 ans, il y a 20 ans, ça ne marchait pas. Quand l'Inde ne se positionnait pas sur la guerre en Irak, elle se le prenait en effet boomerang. Aujourd'hui, quand l'Inde ne se positionne pas vraiment, alors se positionne un peu économiquement pour la Russie, diplomatiquement, mollement pour compatible avec les États-Unis pour l'Ukraine, elle ne se le prend plus en volte-face parce qu'il y a un régime politique beaucoup plus centralisé. Sur la société économique, moi je crois que sa grande force, c'est qu'elle s'est diversifiée. Sur les 25 dernières années, on est passé de quelques grandes familles, quelques grands groupes qui tenaient le haut du pavé, à des centaines de grands groupes industriels et à des dizaines de milliers, centaines de milliers d'entrepreneurs, mais entrepreneurs de bon calibre, qui irriguent le terrain. Il y a quelques années, il y a 10 ans, l'Inde se libéralisait par vagues, un petit peu d'automobile, un petit peu d'énergie, un petit peu de défense ensuite. La libéralisation de la défense est venue très lentement, qui permettait à des groupes industriels de se constituer. Aujourd'hui, les grands groupes indiens sont capables de s'engager dans n'importe quel secteur industriel. Et dernier point, la société. Alors la société, c'est beaucoup plus difficile de dire, enfin la société civile, parce que là, elle épouse vraiment, si vous voulez, notre chiffre, le Anthropological Survey of India, donc en fait, une organisation un petit peu scientifique, qui identifie, qui va dire que Alain Juillet est de telle caste, de telle, voilà, que Joël Ruet ou Claude Médori sont d'une autre, a dénombré 4693 communautés. Alors, si vous voulez, nous, en France, on a la droite et la gauche, c'est très compliqué. On a la banlieue, pas la banlieue, le truc, les territoires, on a 5 zones, c'est compliqué. Là, vous avez 4693 communautés qui ne s'intermarient pas, sauf exception, qui ne se connaissent pas, qui vivent radicalement différents, Brahma, Vishnu, etc., ou Allah. Il y a 4693 dieux, si vous voulez. Cette société était structurée jusqu'à l'avènement de Modi, beaucoup par des mouvements politiques, des groupuscules politiques, et puis qui étaient liés à une société civile un peu, j'allais dire, un peu à l'anglo-saxonne, de faire du développement local, d'aider les populations. Vous savez, une espèce de, sans regard négatif, mais de post-colonialisme au sein de votre propre société. Il y avait des écarts faramineux, faire monter les autres strates de la population moins favorisées. Ça, c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, tout ça a été industrialisé. Et ça a été un des relais, par exemple, de Narendra Modi, quand il a transformé le BJP en machine de guerre, de conquête du pouvoir et de conserver le pouvoir. Il a identifié que, quoi que fasse cet aréopage de petites structures, ce qu'on appelle les tribaux, c'est-à-dire les gens qui n'appartiennent pas à la société hindoue ou musulmane centrale, les hors-castes, intouchables, moi je simplifie un peu, il n'y avait pas vraiment d'offre politique structurée pour eux. En tout cas, il a proposé une offre politique très forte. Il leur a proposé de les arrimer à la société centrale par des outils économiques, de la valorisation politique, des avantages, etc. Voilà. Donc la société, là, évolue. Et ça, si vous voulez, c'est comme ça qu'aujourd'hui, je crois, enfin à grands traits, la société indienne est beaucoup plus pilotée qu'il y a 10 ou 15 ans. Au niveau économique, vous avez un vrai marché d'entrepreneurs, des rapports à l'État sur lesquels on reviendra, mais un vrai marché d'entrepreneurs qui peuvent, si vous voulez, relayer la diplomatie économique de l'Inde, parce que quand on a une diplomatie économique où le ministre du Commerce, des Finances ou quoi que ce soit dit on va faire ça, etc., puis vous avez 10 grands groupes qui suivent, ça n'est pas la même chose que quand vous avez des centaines de milliers d'entrepreneurs qui suivent. Donc, vous avez la structure au niveau national, vous avez les relais au niveau international, et vous avez la centralisation politique qui permet de se positionner par rapport à Washington, Moscou, Pékin, puis aujourd'hui Paris. D'abord, on voit bien ces chiffres qu'on vient d'évoquer. Quand vous pensez que la France, on trouve que c'est compliqué de gérer 3500 communes, et là on se trouve dans 600 000, donc on voit que c'est quand même, le problème n'est pas du tout dans la même dimension, c'est pas le même problème. On est dans un autre niveau. Alors, et dans ce cadre-là, il y a eu une époque où c'était des grandes familles qui contrôlaient l'Inde au niveau économique, c'était clair.
Bon, et puis on assiste à toute une floraison de petites, moyennes entreprises qui s'éclatent, qui se développent. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a qu'on pourrait caractériser, ou comment on peut, oui, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette évolution industrielle et commerciale des Indiens qui sont en train de non seulement de produire pour leur propre marché, mais également de produire pour l'international aussi, hein. Moi, je me souviens, c'était il y a longtemps, hein, il y a longtemps, on disait la Chine, c'est l'usine du monde et l'Inde, c'est le bureau du monde. Bon, on voit qu'aujourd'hui, ils ne se contentent pas uniquement de faire du numérique et de non, la. non, bien sûr. Hein, ils font autre chose Bien aussi. sûr. Hein. Sur la technologie, si vous voulez, il y a eu un verrou technologique qui a été levé quand la diaspora indienne, notamment celle présente aux États-Unis, a commencé à faire de la délocalisation de services, etc. Mais moi, je me souviens en 2000, alors on avait fait un rapport en 2001, un rapport au Premier ministre français de l'époque, Jospin, sur justement les technologies de l'information en Inde. Et l'enjeu de notre rapport, c'était de battre en brèche l'idée courante à l'époque que ce qui était de faible valeur ajoutée allait partir en Inde, et ce qui était de forte valeur ajoutée allait rester aux États-Unis. Si vous voulez, la commande de Matignon à l'époque, c'était comment on peut, compte tenu de l'avantage comparatif qu'on pourrait avoir en Inde, être en compétition avec les Américains. On avait identifié, avec à l'époque Olivier Bomsel de l'École des Mines, on avait identifié des leviers de croissance qui donnaient une montée en gamme technologique qui était prévue en termes de savoir-faire. À tel point qu'on avait travaillé un deuxième rapport sur les biotechnologies et qu'aujourd'hui, l'Inde est tout à fait présente dans les biotechnologies. Alors, en termes de vaccins ARN messager, pas complètement, enfin, pas aller aussi vite que le système américain. Mais ils sont bien placés quand même. Et c'est très bien placé. Et si vous voulez, ce sont des technologies très fines. C'est pas on est très très loin, en 20 ans à peine, de l'outsourcing. Alors, est-ce que l'éducation est de bon niveau, la manœuvre est de bon niveau, ou est-ce que il y a des disparités énormes? Vous avez vraiment les deux mondes qui cohabitent. Vous avez des ressources humaines d'une qualification, d'une sophistication qui est équivalent à ce que vous trouvez à New York, à Washington, à Pékin, à Shenzhen. Vous avez également des gens qui, du fait de leur parcours social, mais du fait de leur aliénation quand même pendant des générations, se retrouvent dans un état où ils ont très très peu de connaissances formelles, ou très peu de compétences, y compris de savoir-faire physique, hein, il n'y a pas que l'intellectuel dans la vie, et très peu de capacité d'apprentissage, parce qu'on les a toujours... Voilà. Et ça, c'est une réalité qu'on constate jusqu'à présent. Alors, sur votre question de comment on gère ça, pas trop mal et mal. Les industriels indiens gèrent ça en segmentant, c'est-à-dire ils ont leurs fournisseurs de rang 1, leurs fournisseurs de rang 2, comme chez nous, et puis aux fournisseurs de rang 3, ça s'effondre. Par exemple, si vous voulez faire de l'ESG, de la RSE, si vous voulez faire du rapport humain, de développement, etc., au premier rang, les usines sont propres, sont nickel, les gens sont formés. Au deuxième rang, ça va à peu près, il y a 2-3 trucs à noter sur le rapport. Troisième ou quatrième rang, ça s'effondre et c'est vraiment... Voilà. Donc ça se gère un peu comme ça. Et moi, je crois, la prospective, c'est l'art, dans mon avis, de faire des scénarios et puis de réfléchir sur ces scénarios. Et j'en discute avec, dans le cadre du G20 et du B20, on en a discuté, est-ce que l'Inde va avoir, oui ou non, un PIB de 5 trilliards, alors 5 000 milliards dollars? On n'en sait rien. Tout dépendra de la capacité à intégrer quand même un peu cette partie de la population. Si vous avez une population formée, mais qui doit travailler avec une population qui n'est pas formée du propre fait de la population formée en grande partie, vous avez le cœur du problème social en Inde, là, je pense. Ce qui est intéressant, c'est que la réalité politique se joue un peu là-dessus aussi. Le parti du Congrès, qui a développé l'Inde, qui a posé des jalons importants, tous ces développements technologiques dont je parlais, ou quand même des sources, ils ont lancé un programme aérospatial, programme nucléaire semi-autonome, parce que la Russie a quand même bien imposé ses choix. La France, qui signe des contrats de PR, vient un petit peu donner d'autres élans à son programme. Mais il y a un programme nucléaire autonome, par exemple. Il y a des programmes scientifiques et technologiques. Bon, donc, le parti du Congrès, si vous voulez, avait pas mal lancé les choses. Mais n'avait pas traité ce sujet-là. Avait évidemment mis en place des systèmes d'aide au développement, mais Rajiv Gandhi lui-même, dans les années 80, disait pour une roupie de décider d'aide au niveau central pour les populations,
Il y a 1 centime qui atteint les populations, le reste, c'est la corruption. Oui, c'est ça. Bon. Et sur le plan sociétal, vous savez, au XIXe siècle, il y avait l'image de la bécassine, etc. Oui. Donc, Paris était assez content qu'une partie de la province soit pas trop formée, trop éduquée. Ça faisait les gens. Bon. C'est clair. Il y a encore un peu ce rapport-là dans les grandes villes. Donc, il y a cette tension. Et avec tout son bilan, le BJP travaille là-dessus, travaille au corps ces populations-là, essaye de leur donner un avenir, etc. Et c'est quelque chose que, malheureusement, la gauche dite progressiste, autoproclamée progressiste, n'a pas fait. Ce pays qui est encore en développement, qui fait face à ces problèmes et qui les gère, on voit aujourd'hui, elle est en train de se développer, est en train d'être reconnue au niveau international. La preuve, on le voit là. Quelle est leur politique? Parce qu'on les voit, ils ont été traditionnellement, ils étaient proches des Russes, mais ils font des affaires avec les Chinois. Ils font des manœuvres militaires avec les Chinois, les Russes, les Algériens et d'autres. Ils veulent acheter du matériel de guerre français, après avoir acheté du matériel russe la plupart du temps. Quelle est leur politique? Est-ce qu'ils veulent être non alignés, comme à une époque c'était le cas? Est-ce qu'ils sont dans le bloc des BRICS, qui est en train de prendre une importance considérable par rapport au reste, puisqu'a priori, si ça continue avec l'inclusion d'autres, l'adhésion d'autres membres aux BRICS à la fin de l'année, on risque de se retrouver avec une organisation qui est plus forte que les G7. Donc, comment ça se passe tout ça? Moi, je crois beaucoup dans la conversation répétée de confiance avec un certain nombre de personnalités qui sont aux commandes, et que je ne vais pas citer nécessairement, parce que certaines sont aux commandes aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de réunions autour de cette présidence indienne du G20 cette année, donc on a pas mal remis les choses au jour. Alors, ce que je retiens de mes conversations avec les Indiennes et les Indiens qui sont à des niveaux différents, un peu aux commandes. D'abord, il y a une chose qui n'a pas changé, c'est le pragmatisme. Quand on est un pays qui monte ou qui veut monter, mais qui n'a pas, vous disiez dans votre introduction qu'on n'a pas toujours, alors nous en France par exemple, le regard sur eux, l'attention, c'est partagé, c'est-à-dire que l'Inde n'est jamais le premier sujet à Paris, c'est jamais le premier sujet à Washington, c'est pas le premier sujet à Pékin, etc. Donc quand vous voulez être la deuxième puissance mondiale et que vous n'êtes jamais le premier sujet, il faut un certain pragmatisme, il faut tirer les bords de, comme on dit, en voile. Bon. Et ça n'a pas tellement changé. Simplement, communique mieux, je pense, aujourd'hui qu'il y a 15 ou 20 ans. Il y a 15 ou 20 ans, l'Inde voulait être franchement non alignée, et puis vous aviez une démocratie où tout le monde s'exprimait. Il y avait ceux qui étaient très vocalement pour ça, d'autres qui étaient contre ça, etc. Et puis le régime tranchait pas, et donc les partenaires s'impatientaient un peu quand même. Washington s'impatientait régulièrement et assez vite. Donc aujourd'hui, il y a un choix qui est fait, et le choix est plus vite fait. Le choix, c'est de pas choisir, mais c'est assumé. C'est pas pendant 6 mois, 1 an, écoutez, on va peut-être vous suivre en Irak, on va pas vous suivre. C'est on ne va pas vous suivre en Ukraine, mais on vous comprend. Et on ne va pas voter avec la Russie, mais vous allez nous laisser acheter du pétrole, etc. La position est plus claire, premièrement. Deuxièmement, sur les sphères, alors sur le militaire, c'est vrai, l'Inde a longtemps acheté des équipements militaires à la Russie, mais a aussi depuis assez longtemps acheté des équipements militaires aux États-Unis, aux États-Unis qui ont limité les transferts, et puis à la France. Et puis à la France. L'Inde a aujourd'hui un problème, si j'en comprends ce que m'expliquent mes amis indiens, du fait de la position russe. Lorsque vous avez, mais vous êtes plus expert que moi, lorsque un pays a des équipements militaires de plusieurs générations d'un système technologique donné, il faut que les pièces et main-d'œuvre suivent. On n'en sort pas tout de suite. Et là, ils ont un grand problème avec ce qui se passe. Et les dernières semaines ont créé un vrai sujet de débat. Il y a eu un papier sur le risque aujourd'hui pour l'Inde d'être avec un partenaire russe qui ne va plus être en mesure de fournir. Voilà. Et donc l'intérêt de continuer à accélérer la diversification militaire. Donc sur le militaire, l'Inde est, non pas condamnée, mais enfin en tout cas très fortement poussée à se rapprocher de l'Occident. En même temps, elle a un poids potentiel au sein des BRICS. Les BRICS évoluant vers la reconnaissance, en tout cas partielle, en tout cas entre eux, de leur propre monnaie, c'est de limiter l'hégémonie du dollar. Tout ça pour dire que c'est un sujet qui doit nous intéresser. Quand des pays qui ne sont pas nous
qui sont les BRICS, sont Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, discutent de yuan, de rand, de roupie, etc. C'est ni un sujet technique, ni un sujet qui ne nous concerne pas, c'est un sujet politique qui doit nous concerner à nous, zone euro. Voilà. Donc là-dessus, l'Inde n'a pas intérêt à se reprocher trop de l'Occident. Donc militaire, oui. Géostratégique, le Quad, et puis en voisin de l'AUKUS aussi. Sur la question du rapport avec la Chine, parce que par Vostok 2, de temps en temps, l'armée de libération populaire fait aussi quelques exercices elle-même sur des terrains dont les Indiens considèrent que ce sont leurs territoires. Ce sont les leurs. Je ne sais pas s'il ne faut pas transposer les concepts. Je ne dirais pas que l'Inde fait du dérisking comme Ursula von der Leyen veut en faire, mais ils mettent pas leur... C'est-à-dire qu'ils continuent d'avoir un engagement avec la Chine, comme le reste du monde, comme Washington, comme Paris, comme... bon, c'est un peu logique. Voilà, ce qui se comprend. Et en même temps, de prendre des précautions, voire de faire des débuts d'alliance inverse. Alors, si on passe tout l'éventail, ils sont très présents dans la communauté de Shanghai, alors c'est via la Russie, mais enfin ils sont présents, ils sont intéressés à y échanger avec les Chinois. Ils ne sont pas dans ce qu'on a appelé le plus grand accord commercial du monde qui a été signé autour de la Chine. L'accord douanier, ils l'ont pas signé. Non, ils l'ont pas. C'est les seuls de tout le coin. Enfin, il y a eu 14 pays qui l'ont signé. Exactement. Mais l'Inde n'y a pas été. Et ils ont été extrêmement explicites. Ils ont dit nous ne faisons pas confiance à un accord douanier commercial dans lequel il y a la Chine. Voilà. Donc pour moi, c'était clair. Voilà, c'est très clair. Ils font régulièrement des papiers sur l'intérêt du Quad. Alors le Quad, ils soufflent un peu le chaud et le froid, c'est-à-dire ils veulent pas se positionner comme alliés, encore moins inféodés à Washington. Ils poussent leur diplomatie par rapport aux États-Unis en disant nous ne sommes pas vos inféodés, nous ne sommes qu'à peine vos alliés, mais nous serons fidèles dans le Quad. Et à l'inverse, quand Washington leur dit alors le Quad, il faut l'ouvrir à la question russe, etc., l'Inde répond non, mais le Quad, c'est une question chinoise. Voilà. L'actuel ambassadeur d'Inde à Paris a été l'auteur principal de la feuille de route indienne sur l'océan Indien lorsqu'il était au cabinet, au Prime Minister Office, au cabinet de Narendra Modi. Et ça porte très clairement, cette feuille de route indienne est très centrée sur la question des incursions des sous-marins chinois dans la zone, voilà. Et ça, c'est très important parce que pendant des années, on a considéré que l'Inde était plutôt du côté russe. Bon, là, effectivement, sur la partie, dans l'affaire ukrainienne, ils ont refusé de prendre parti, ils sont restés neutres. Il n'empêche que la Chine est en face, c'est quand même un monstre avec lesquels ils ont des relations souvent difficiles. Et d'un autre côté, ils sont tous ensemble en Asie, et c'est l'Asie qui se développe au niveau mondial. Ça me rappelle une anecdote. Un ami indien, quelqu'un d'assez influent dans le domaine de l'énergie, un jour revient de Chine et me dit finalement les Chinois on va y arriver. Je veux dire les Chinois on va y arriver. Il me dit je suis allé là-bas, je suis allé dans plusieurs provinces. Ils sont comme nous finalement, ils sont très 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 différents d'une province à l'autre. Sous-entendu, ça doit pas être si facile que ça à gérer leur pays. Moi, j'en ai retiré deux choses. D'abord, les Indiens et les Chinois se connaissent assez mal les uns les autres. Et ça, en termes de un peu de géostratégie, de timing pour l'Europe. Enfin, l'Europe a toujours un rôle de médiation quelque part. Nos rapports de peuple à peuple, nos rapports associatifs, nos rapports économiques entre l'Europe et la Chine, entre l'Europe et l'Inde sont bons. Il y a un tissu qui est dense. Je crois que l'Europe a des choses à apporter. Donc, quand Narendra Modi vient aujourd'hui à Paris, il va peut-être nous apporter des choses, mais on peut lui apporter des choses. En tout cas, à l'Inde. Après ce qu'il dit, on va apporter mutuellement des choses. Voilà. D'abord, ils ne se connaissent toujours pas si bien. Et puis, d'autre part, il ne faut pas non plus trop surjouer l'hypothèse de la compétition frontale qui, vue de Washington, arrangerait bien Washington. Je crois qu'ils ont un potentiel à s'entendre malgré la différence totale de régime. Vous parlez de Washington très souvent par rapport à l'Inde. Mais qu'en est-il de l'Angleterre? Avec l'histoire entre l'Angleterre et les Indes, l'Angleterre n'a plus de poids, de relations, ou qu'est-ce qu'il en est? Londres, c'est là où partie de la jeunesse indienne va toujours faire, un parti un peu huppé évidemment, va toujours faire une partie de ses études.
Mais vraiment, sur le plan géoéconomique, il regarde du côté de Washington, ça c'est absolument clair, oui. S'il y a 3 voyages à faire, on va d'abord à Washington, New York, ensuite à Pékin, Shanghai, Shenzhen, et puis ensuite à Londres. Économiquement, ensuite, ouais. l'Angleterre n'a pas réussi à garder son assise qu'elle avait à l'époque. Non, alors pas comparé à ces zones-là en termes de dynamisme, pardon. Si on compare la France, par exemple, qui a des relations historiques ténues, hein, la France avec Oui. l'Inde, malgré Pondichéry, voilà. Non, ce qui explique un petit peu d'avance française par rapport au Royaume-Uni, c'est la chose suivante, c'est que, pour simplifier, les Anglais sont bons dans la banque, et les Français sont pas mauvais dans l'industrie. Le système bancaire en Inde reste verrouillé, reste très peu libéralisé, était resté fermé pendant très longtemps, donc le système anglais n'avait pas de prise, alors que la libéralisation, entre guillemets, dans laquelle s'est lancée l'Inde petit à petit, progressivement, à partir de 1991, s'est faite sur des bases industrielles. Ils voulaient faire du rattrapage technologique. La France sait faire du transfert technologique. On l'a vu en Chine, on le voit ailleurs. Ça a assez bien marché en Inde. Donc les rapports industriels sont plutôt... L'ADN de la France, si vous voulez, correspondait plus à la demande indienne. Voilà. Donc, Alors, fut un temps, et ça bloquait un peu les industries, les entreprises françaises qui voulaient s'implanter en Inde. Il y avait obligation en joint venture que le partenaire indien soit majoritaire. ouais. C'est toujours le cas? Non. Parce que ça, c'est un verrou quand même. Oui, alors, d'abord, ça a été, si on compare à la Chine, ça a été une règle très chinoise, qui a malgré tout marché en Chine parce que l'ampleur du marché chinois est importante. Mais on a cette image-là en Inde parce que c'était vrai, par exemple, dans le domaine de l'automobile. Ça a sauté assez vite. Et déjà à l'époque, c'était une exception. Je parlais d'une libéralisation progressive. Donc dans les années 90, ils y sont allés très progressivement. Ça a été un peu un coup. L'instabilité politique a fait que des gouvernements techniques ont vu le jour. Ils avaient une ouverture très technique finalement. Et très ce qu'on a appelé, ce que les analystes ont appelé business oriented, c'est-à-dire de faire venir quelques entreprises et en les régulant, et pas tellement market oriented. C'est dans un deuxième temps que ça a été plus market oriented au tournant des années 2000. Et depuis, la situation s'est relativement normalisée. Je suis toujours frappé, il y a beaucoup de gens qui arrivent en Inde qui pointent sur tout ce qui ne marche pas, fonctionne pas, ce qu'ils disent fonctionne. Moi, j'ai toujours été très modeste, je me dis, ça marche. Et vous pensez que donc la relation entre la France et l'Inde est partie pour durer, pour se développer, pour se renforcer? Je pense qu'il y a 3 points à observer. D'abord, la constance des États autour d'un deuxième paramètre qui sont les fondamentaux économiques, mais la constance des États est plus importante que les fondamentaux économiques. Les fondamentaux économiques, je pense que la France et l'Inde ont objectivement intérêt à continuer à travailler. Une fois qu'on s'est lancé sur des dispositifs militaires, de sécurité, etc., ce qu'on a dit, il vaut mieux continuer qu'arrêter. Une fois que les industriels ont appris à se connaître, même si on passe d'une technologie à l'autre, d'une génération à l'autre, autant continuer, surtout avec une Chine, qui se ferme pour tout le monde, un marché africain qui se développe pas si vite, qui a des soubresauts, qui a souffert du Covid, et une industrialisation qui ne se fait pas en Afrique, autant continuer entre l'Europe en général, donc la France, et l'Inde de l'autre côté, à travailler. Donc il y a ces fondamentaux-là, mais encore faut-il qu'il y ait une bonne volonté des deux côtés. Et ça, je crois que le dernier point à observer, c'est les échanges de la société civile. Je pense qu'il y a quand même des clichés très importants et ce ne sont pas des destinations d'échange. Voilà. Je crois que la question des jumelages, c'est essentiel. Quand demain, une grande ville indienne sera jumelée à une grande ville française et que on fera ça 10 000 fois, on commencera à moins mal se connaître. Ouais. Ben, je crois qu'on va arrêter là-dessus parce que c'est une belle conclusion, en définitive pleine d'espoir, hein, parce qu'après tout, si on pouvait regrouper, enfin, jumeler des villes indiennes avec des villes françaises, ça ferait peut-être justement améliorer la qualité des échanges, mais aussi la compréhension que nous devons avoir en tant que Français de ce pays en croissance, ce pays qui prend une place très importante au niveau mondial. Avec lequel on ne peut pas se permettre de passer à côté. Il faut y aller. Seulement, il faut les comprendre parce qu'ils ne sont pas comme nous. Et je crois que c'est ça qui était très intéressant, entre autres, dans tout ce que vous avez dit, c'est qu'il faut avoir une autre vision des choses pour essayer de les comprendre.
On ne peut pas plaquer le modèle occidental sur un pays comme l'Inde, ça ne marche pas. Joël, merci. Merci, pour Alain. cette très Merci, Claude. intéressante entretien. Et puis à bientôt, parce que probablement sur l'Inde, on aura, et ailleurs, sur d'autres domaines que vous connaissez bien, on aura certainement l'occasion de se retrouver. Ce sera un plaisir. Hein? Merci. Encore une très belle émission. Et je me permets de vous proposer de liker si vous avez apprécié cette émission, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour être informé de toutes nos émissions qui sont diffusées sur YouTube tous les vendredis à 17h, 17h30. Merci et à très bientôt. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Openbox TV et vraiment nous tenions à vous en remercier avec Alain Juillet. Et nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir sur Tipeee pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt.